Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Est-ce que vous connaissez Welcome to the Jungle ? Avant de lancer ce nouvel épisode, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous en parler, parce que si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous souhaitez recruter, vous devez absolument connaître ce site. Welcome to the Jungle a été créé en 2015, avec la volonté de permettre à chacun de s'orienter dans la jungle de l'emploi. D'où le nom Welcome to the Jungle, bienvenue dans la jungle. Si vous avez déjà postulé à un job, vous savez que ça peut être un moment hyper stressant. D'ailleurs, c'est pareil lorsque vous souhaitez recruter. C'est difficile de transmettre au candidat l'ADN de votre entreprise dans une simple annonce. Alors justement, plus qu'un site d'emploi, Welcome to the Jungle a été pensé comme un média. Lorsque vous consultez une offre de stage ou de job, que ça soit dans un grand groupe ou dans une start-up, vous avez accès au profil de l'entreprise, avec des vidéos de ses employés, des statistiques et des interviews. En plus de cela, Welcome to the Jungle publie de nombreux articles sur l'emploi, édite des magazines papier et organise des conférences thématiques. Bref, leur équipe fait tout pour rendre agréable et constructive la recherche d'emploi et donner envie d'aller bosser, tout simplement. À ce propos, Welcome to the Jungle vient de publier le Guide de l'emploi 2018. C'est un magazine papier de 200 pages avec des interviews, des portraits et un dossier sur la parité au travail. Vous pouvez le commander en allant sur le site welcometothejungle.co. Si vous n'avez pas de quoi noter, pas de souci, vous retrouverez toutes les infos et les liens en description de cet épisode et sur les réseaux sociaux de Génération XX. Et maintenant, place à mon invité du jour. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi et de MangoPay. Litchi, c'est le leader de la cagnotte en ligne en Europe. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà organisé une cagnotte sur Litchi pour faire un cadeau, organiser un voyage à plusieurs ou soutenir une cause. Quant à MangoPay, c'est une technologie qui permet de gérer facilement les paiements entre utilisateurs pour les marketplaces et plateformes de crowdfunding et d'économie collaborative. Dans cet épisode, Céline nous parle de ses différentes activités, de dirigeante de Litchi et MangoPay, de business angel et de membre de comité d'administration. Elle nous raconte comment l'idée de Litchi lui est tombée dessus et ne l'a plus jamais quittée, de sa vision de la réussite, de l'organisation en entreprise et de pourquoi elle souhaite que plus de femmes deviennent entrepreneurs. Très bonne écoute. Bonjour Céline. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir pour ce podcast. Alors, avant de venir, j'ai fait des petites recherches sur toi et j'ai vu qu'à chaque réseau social, tu avais une bio différente. Ah, c'est vrai ? Ouais, sur Instagram, tu es serial entrepreneur, investor, public speaker et tu dis que tu fais du yoga, que tu profites de la vie et que tu voyages à travers le monde pour la food et le vin. Ouais, c'est pas mal. Et sur Twitter, c'est un peu plus formel. Tu es CEO et founder de Litchi, MangoPay, business angel de Frishti, le Slip Français et d'autres, et aussi board member. Et du coup, je voulais commencer par te demander comment se répartissaient ces activités aujourd'hui dans ton emploi du temps. Alors, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai 3 activités. La première, c'est évidemment mon activité principale qui est mon rôle de dirigeante de Litchi et de MangoPay. Donc, j'imagine que ça me prend à peu près, on va dire... 75% de mon temps, quelque chose comme ça. Donc c'est effectivement mon rôle au quotidien en tant que dirigeante, de représentation de la boîte, de donner la vision en interne, d'accompagner les équipes, beaucoup aussi sur les recrutements. Voilà, principalement je pense que ça c'est pour la partie Litchi et MangoPay. Ma deuxième, on va dire, activité, c'est mon rôle en tant que business angel, donc et membre de conseil d'administration. Donc je dirais que ça prend à peu près 15% de mon temps. Donc j'ai investi dans une quinzaine de boîtes, notamment effectivement tu soulignais Frishti, le Slip Français, Conto. J'ai investi chez Tacotax, j'ai investi chez Upstairs, j'ai investi dans plein de boîtes différentes, principalement de la tech. Et principalement de la tech avec une problématique de forte croissance et pas de stock, donc voilà. Et parallèlement à ça, il y a effectivement, j'ai des présences dans des conseils d'administration, soit de boîtes dans lesquelles j'ai investi, soit de boîtes dans lesquelles je suis seulement un board member indépendant. Je pense que la principale à l'heure actuelle, c'est mon poste chez Onet, donc qui est la banque du groupe Auchan. Donc j'ai un poste d'administrateur indépendant. Là, mon rôle, ça va être effectivement plutôt de
d'accompagner les équipes dirigeantes dans le développement de la stratégie, de challenger les différents projets, et évidemment avec un spectre plutôt digital et entrepreneurial. Et on va dire que les 10% de mon temps restants sont plutôt consacrés à des interventions publiques, plutôt généralement à destination des jeunes ou des femmes ou des jeunes femmes. Mon but étant d'encourager les jeunes à créer des entreprises, les femmes à créer des entreprises, pour casser le plafond de verre et prendre son destin en main. Et donc, il y a aussi le yoga, le vin. T'as un resto aussi, je crois. Oui. T'as monté avec des copains. Alors, le yoga, c'est plutôt une activité personnelle, on va dire. Donc, effectivement, je pratique pas mal le yoga, différents types de yoga, à peu près 3 fois par semaine, je pense. Ça varie un peu en fonction des semaines, mais voilà, un peu de différents yogas. On a aussi une de nos collaboratrices chez Mongopé qui est instructrice de yoga, donc qui nous fait des cours aussi au bureau. Donc voilà, donc c'est assez épanouissant de pouvoir faire différents types de yoga pour moi, parfois très sportifs, parfois plutôt orientés sur la méditation. Ça va dépendre de mes des heures de la semaine et de mes envies. Et puis tu parlais de vin. Alors effectivement, je pense que je suis assez épicurienne, on va dire. J'aime bien la bonne bouffe, enfin les bonnes choses. Et donc effectivement, j'ai monté avec des copains un resto qui a un petit resto dans le 1er arrondissement où on sert plutôt des produits de la mer à des tarifs très raisonnables. Donc voilà, on travaille avec plein de produits différents. On a des huîtres, là c'est la saison parfaite. Donc pour ceux qui aiment les huîtres, c'est le lieu parfait où manger des huîtres de Marennes-Oléron. On travaille avec des produits de chez Petrosian, on travaille plein de produits de la mer différents. Et en fait, la petite surprise, c'est qu'il y a un bar à cocktail caché en dessous du restaurant. Donc le resto s'appelle Ostrea, et il y a, si on descend quelques marches qu'on trouve en poussant un mur avec un poème de Baudelaire, on trouve un bar à cocktail assez sympa en dessous. Donc voilà. Mais ça, pour moi, je le rentre dans mes activités, on va dire business angel. C'est pas vraiment business angel, mais d'actionnaire. J'ai lu que tu avais commencé à travailler hyper tôt, notamment dans la vente, parce que tu me dis si c'est ça, que ta mère avait plusieurs magasins, donc tu l'aidais. Ensuite, tu as fait une école d'ingénieur, l'EPITA, que tu as complété par un cursus business. Ouais. À quoi tu rêvais plus jeune? Comment tu t'imaginais, plus tard? Je pense que un peu naïvement, j'imaginais que je changeais le monde. Beaucoup d'entrepreneurs disent ça, mais je crois que c'est quelque chose. Je m'imaginais bien avec des super pouvoirs. Je pense que j'avais un peu ce côté de sentiment qu'ont souvent les enfants d'ailleurs, d'invincibilité. Donc j'étais très 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 tête brûlée. J'étais persuadée que toute petite, je crois qu'à 2 ans et demi, j'ai dit que je savais nager. Je me suis jetée dans une piscine. J'ai mis les doigts dans la portière quand on me disait de pas les mettre pour tester, pour voir ce que ça faisait. Enfin bon, j'ai fait tout un tas de bêtises de ce genre-là. Et effectivement, je pense que j'avais envie de changer le monde. Et t'avais une idée de métier concrètement? Non, je pense qu'à peu près comme tous les enfants, je suis passée par différentes phases. Mes parents sont médecins, donc j'ai longtemps voulu être médecin. Puis finalement ça s'est pas fait. Donc j'avais plus envie de liberté et de construire mon monde qu'une idée de métier à part entière. Et puis après, c'est vrai qu'assez tôt, il y a eu Internet chez mes parents, je pense vers l'âge de 14 ans, donc ce qui est assez jeune pour ma génération. Et à partir du moment où j'ai découvert le web, c'était une conviction pour moi de vouloir travailler dans ce secteur, sans savoir exactement ce que je voulais faire, si c'était d'un point de vue technique, d'un point de vue communication, d'un point de vue voilà. Mais c'est vrai que le secteur pour moi était une évidence. Et puis en fait, je crois que c'est plus facile de relier les choses quand on regarde en arrière. Et donc l'entrepreneuriat était une façon pour moi de construire un monde qui soit le mien. Je pense que je suis d'une nature assez sensible et j'avais
effectivement, comme tu l'as dit, beaucoup travaillé quand j'étais jeune, en parallèle de mes études. Et j'ai pas eu une très bonne expérience à un moment donné dans un de mes stages où j'avais trouvé que l'environnement du travail était dur et qu'il n'y avait pas de raison qu'il le soit par principe. Et je crois qu'en fait, avec du recul, ça m'a aussi beaucoup forgé pour me dire que probablement entreprendre pouvait être fait de façon plus humaine et différente. Et donc, je pense que ça a été en fait, avec du recul, une des motivations pour moi pour créer ma boîte. L'histoire après dit que donc c'est au moment d'organiser un week-end d'intégration à HEC que tu as l'idée de ce qui va devenir Litchi, c'est-à-dire une cagnotte en ligne pour éviter d'aller chercher l'argent à droite à gauche et de se confronter à des gens qui n'ont pas de cash comme moi. Et pour financer le développement, tu as fait un prêt à la BPI, tes parents t'ont soutenu aussi financièrement, je crois que tu as passé un pacte avec eux pendant 1 an. Et t'as un business angel qui t'a suivi. Alors, dit comme ça paraît hyper simple, mais en réalité, comment ça a été de convaincre ces gens de te suivre sur ce projet? Parce que je sais pas si t'as eu d'autres idées, mais beaucoup de gens ont des idées comme ça. Et qu'est-ce qui fait que celle-là, tu l'as poussée jusqu'au bout? Et qu'est-ce qui a été le plus dur aussi à te lancer? Alors Litchi est la seule idée de ma vie, donc je sais pas si c'est tragique ou génial, mais en fait, je crois que le projet est tombé sur moi puisque voilà, j'ai eu effectivement cette expérience du week-end d'intégration d'HEC, donc si on met les choses dans leur contexte, c'était ma dernière année d'étudiant, j'avais travaillé pas mal auparavant, j'étais en CDD pour Aika à ce moment-là en même temps que mes études, donc qui était la start-up dans laquelle je bossais. Et puis voilà, je savais pas du tout ce que je voulais faire à la suite d'HEC, donc c'était pour moi un peu un saut dans le vide. Et j'ai organisé ce week-end d'intégration, et donc c'est comme ça que j'ai vraiment eu ce conseil de me dire mais il y a forcément un service qui permet de collecter et gérer de l'argent à plusieurs, et il y en avait pas, et c'est comme ça que l'idée de Litchi est née, mais je sais pas si j'avais une prédisposition particulière, mais en tout cas ouais, c'est vrai que cette idée elle m'est tombée dessus. J'en ai pas eu beaucoup d'autres en réalité, parce qu'à partir du moment où elle a été en moi, elle ne m'a jamais quittée, et je crois que ça c'est quelque chose qui est important pour des jeunes qui ont envie d'entreprendre, c'est qu'il faut avoir une conviction folle dans son idée, il faut qu'elle prenne aux tripes, il faut vraiment être bouffé par ça, parce que je crois que c'est un chemin qui est pas facile, et donc il faut pouvoir se raccrocher à quelque chose auquel on croit fondamentalement et qu'on porte. Voilà, et de fait après pour convaincre tout le monde, c'était très simple parce que j'étais tellement convaincue moi-même que je crois que j'en devenais convaincante, mais ça s'est fait de façon très naturelle. La seule petite rectification, c'est qu'en fait, ce que j'avais obtenu auprès de la BPI, c'est une subvention. Mais j'ai fait un rendez-vous et puis c'était lancé sur les rails. Je me souviens que mes parents, évidemment, cette pacte qu'on avait monté s'est fait en un dîner avec ma maman. Oleg, dont tu parlais, le premier business angel de Jim, est vraiment tombé dessus. Je crois qu'en fait, j'étais tellement, et je le suis toujours, bien sûr, mais j'avais une telle conviction dans ce projet que rien ne pouvait me résister parce que je le portais de façon vraiment fondamentale, et voilà, et donc je ne voyais pas les barrières en fait. Pendant combien de temps t'as été seule sur le projet? Assez longtemps, puisque j'ai été seule dans toute la phase d'amorçage et jusqu'au premier recrutement. Alors en sachant que la première version de Litchi, je l'avais développée avec un ingénieur qui était en freelance, mais donc ça a duré plus de 18 mois où j'ai été seule, donc c'était long. C'était très long. Du coup, tu l'as développé parce que toi, ce que tu avais appris à l'EPITA, tu savais un peu développer aussi, ou t'as vraiment eu besoin de compétences externes? Là, pour le coup, alors moi, en plus, c'est un peu particulier, mais j'ai fait que la classe prépa d'EPITA. Ensuite, je suis rentrée enfin, j'ai fait une passerelle à la fac et j'ai fait un master de gestion de projet informatique. Donc, j'avais quand même un niveau technique correct, mais j'ai fait que la partie front. La partie back-office, c'était vraiment pas de mon niveau. Il y avait quand même, l'échange de flux bancaires. Il y avait des problématiques auxquelles moi, j'étais complètement incapable de gérer. Donc j'avais quand même besoin, effectivement, d'un œil plus aguerri que le mien. Tu parlais du premier recrutement, c'est en 2010, c'est ça? Ta première salariée? C'est tout début 2010, ouais. Première salariée, c'est Laure qui est notre CTO. Donc en 2013, je suis obligée d'aller vite parce que il s'est passé tellement de trucs, mais donc en 2013... Parce que je suis vieille, merci. En
En 2013, il y a MangoPay. En 2015, Crédit Mutuel Arkea, qui entre-temps avait investi dans Litchi, prend 86%. Ils n'avaient pas investi. Ah, ils n'avaient pas investi? Non. Ils te suivaient? C'était non, quoi? En fait, c'était notre partenaire bancaire, comme 10 autres banques. D'accord. C'était le premier. Donc c'est vrai, très symbolique, je pense. Et le point, en fait, qui, je pense, est la confusion, c'est que le CEO de Crédit Mutuel Arkea était board member indépendant à titre perso dans la boîte pendant 5 ans. Mais il y avait aucune relation capitalistique avec Crédit Mutuel Arkea. Et moi, je tenais beaucoup à notre indépendance. Je crois que, après, c'est mon point de vue, mais qu'il était important pendant une phase de développement de projet qu'on ait une totale indépendance. Et puis, effectivement, aujourd'hui, on a rejoint le groupe depuis 2 ans. Ouais. Et donc du coup, j'ai balayé 5 ans comme ça hyper rapidement. Toi, est-ce qu'il y a des étapes qui t'ont marqué? Est-ce que tu me disais tout à l'heure que tu y croyais à mort, que ça te prenait aux tripes? Est-ce qu'il y a quand même eu des moments où t'as eu envie de lâcher, ou au moins où il y a eu des moments de down? C'est quoi pour toi un peu les points forts depuis? Même si bien sûr l'aventure n'est pas finie, mais quand tu prends du recul. Je pense que l'aventure ne fait que commencer. Il y a évidemment des moments, je crois que pour avoir les hauts, il faut avoir les bas. Moi, j'ai une nature tellement optimiste que j'ai tendance à pas m'en souvenir. Donc je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais j'ai jamais douté de l'idée et jamais douté, en réalité, ça peut paraître très étrange, mais de notre capacité à y arriver. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'était pas une option possible que ça ne fonctionne pas. Il y avait tellement de gens qui avaient le besoin de Litchi. Enfin, il y a pas une personne dans ma vie que j'ai croisée qui m'ait dit ah non, j'ai pas le besoin d'un service comme ça. C'est ça qui est extraordinaire avec la force de ce projet-là, c'est que tout le monde a un jour été confronté à une situation délicate par rapport au fait de participer, de cofinancer quelque chose, de collecter de l'argent pour un cadeau, d'un événement de solidarité entre proches. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un service qui parle à tout le monde, quel que soit son âge, son origine sociale, son niveau de connaissance du web. Et de façon assez similaire, MangoPay est un service qui répond à beaucoup de problématiques de start-up qui ont un besoin d'encaissement pour le compte de tiers et aucune solution bancaire en face. Donc c'est vrai que j'ai toujours été très convaincue de l'utilité de ces services. Après des claques terribles, on en a bouffé des tonnes. On a mis 2 ans et demi à obtenir la licence d'établissement bancaire, donc ça veut dire que pendant 2 ans et 5 mois et 29 jours, on n'a pas eu la licence bancaire. Donc pendant toute cette période-là, ça a été un échec parce qu'on n'y arrivait pas, parce que on a mis 3 fois plus de temps que si on avait eu probablement 15 ans de plus, et que si j'avais été un homme, et que si j'avais eu de l'expérience dans le milieu de la banque. Donc ça a été une claque non-stop jusqu'au jour où on l'a eu. Je me souviens très bien d'avoir passé des nuits entières avec Laure, ma CTO, et Romain, mon associé, qui s'occupe de toute la partie établissement bancaire, finance, compliance et legal. On passait des nuits entières et je me disais, est-ce que je suis pas en train de leur sacrifier une partie de leur vie pour quelque chose qu'on n'obtiendra jamais? Donc ça, c'était une sorte de moments très difficiles. Et puis en fait, on a fini par l'avoir, et donc après, ça ne pouvait plus être qu'un succès, cette licence d'établissement bancaire. Et en fait, ça me fait penser en racontant ça que j'ai lu il y a quelque temps que Steve Jobs avait dit quelque chose que je trouve très fort, en même temps dur, mais très fort. Il dit la différence entre les entrepreneurs qui ont échoué et les entrepreneurs qui ont réussi, c'est que ceux qui ont échoué, ils ont pas assez essayé. Et il y a quelque chose, je pense, de dur, mais de vrai, dans le fait qu'à un moment donné, ça n'est que à la force de persuasion et de volonté, et que en fait on décide de s'arrêter, ou on décide que quelque chose est un échec ou une réussite. Donc des moments durs, il y en a des tonnes, il y en a tous les jours, il y en a 10 fois par jour. Il faut les passer, il faut parfois les accepter et parfois les battre. Les affronter plutôt. Et puis moi, j'ai cette capacité, c'est vrai, s'il m'arrive 100 trucs dans la journée, 99 merdiques, un bien, de garder ce qui est bien et continuer à avancer. Et comment t'as su tenir le cap et bien t'entourer? Tu viens de dire par exemple que c'était pas un milieu que tu connaissais forcément, la banque, non, que si t'avais eu plus d'expérience, ça aurait été plus rapide, etc. Du coup, et j'imagine que comme ton idée était bonne, que beaucoup de gens devaient graviter autour de toi. Comment t'as pris les bonnes décisions, et peut-être que t'en as pris des mauvaises aussi?
Des mauvaises décisions, on en prend plein, des bonnes aussi de temps en temps. Moi, j'ai tout à fait tendance à me fier à mon instinct, à tort ou à raison, mais pour le moment, ça m'a toujours plutôt bien réussi. Donc pour moi, une bonne décision, c'est une décision qui est juste. Ça, c'est, je pense, un point vraiment important. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on ne sait que 6 ou 12 mois plus tard si la décision qu'on a prise, elle était bonne ou mauvaise. Il faut, je crois qu'il y a un point qui est vraiment important quand on entreprend, c'est qu'il faut apprendre de ses erreurs, parce qu'on fait des erreurs tout le temps, mais il faut pas les refaire 2 fois, parce que ça, c'est une vraie connerie. Donc je crois qu'on a il faut être très tolérant avec soi-même sur le fait qu'on fait des erreurs, et puis par contre, il faut pas les faire 2 fois, quoi. Et il y a des personnes, tu parlais par exemple tout à l'heure de tes associés, qui te soutenaient particulièrement dans ces moments-là? Oui, en fait moi j'ai pas eu de cofondateur puisque personne n'a voulu monter la boîte avec moi, mais j'ai associé pas mal de mes collaborateurs, et j'ai Romain, donc un de mes amis d'enfance, qui m'a rejoint au bout d'1 an. Et bien oui, je crois que de toute façon une aventure elle est belle que si elle est partagée, et c'est pour ça que pour moi c'était important aussi d'associer mes collaborateurs, d'associer le top management. Et évidemment, enfin aujourd'hui encore, c'est une évidence que voilà, on est dans le même bateau, je compte sur eux, ils comptent sur moi, et on est vraiment très soudés, et je crois que c'est un point qui est important. Enfin, il n'y a pas de... Cette aventure, c'est la nôtre, ça n'est pas la mienne, et ça fait bien longtemps que ça n'est plus la mienne. Je te disais tout à l'heure, je suis allée vite sur les étapes de la croissance de Litchi et de Mangopé. Et en fait, c'est parce que si souvent dans les médias, on présente l'histoire de Litchi comme une success story, et on parle de toi comme une success story. Et du coup, je voulais te demander quel regard toi tu portes sur le succès. Je me rappelle t'avoir entendu parler par exemple du moment où vous avez signé tous les papiers lors de la cession d'une partie du capital à Crédit Mutuel Arkéa, que c'était un énorme moment de joie, de soulagement aussi, parce qu'il y avait énormément de travail derrière. Est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit, on a réussi, ou comme tu disais tout à l'heure, c'est le début? C'est quoi ta relation au succès? J'aime pas trop le terme de succès. C'est marrant, mais c'est pas quelque chose qui me met très à l'aise. Je sais pas dire si j'ai réussi. Je ne comprends pas bien le sens de ce terme, parce que je suis très épanouie dans ce que je fais, et en ça c'est une vraie réussite. On a réussi, je pense, à faire de cette boîte quelque chose qui est une belle histoire, parce que Litchi a plus de 8 millions de clients, parce que c'est des milliers de cagnottes qui sont créées tous les jours, parce que on change la vie de plein de gens à qui on permet de collecter de l'argent, et pour qui ça change vraiment la vie, parce que parfois il y a des projets qui sont liés à des problèmes de santé, des projets humanitaires, et ça c'est quelque chose qui est très beau. Donc ça, pour moi, c'est une véritable réussite. Mangopé a plus de 2000 plateformes clientes dans toute l'Europe, donc effectivement c'est un succès dans le sens où on a atteint une masse de clients, et on a atteint un marché conséquent. Moi, j'ai plutôt le sentiment de faire quelque chose qui m'épanouit. Après, dire que c'est une réussite ou un succès, c'est pas quelque chose auquel je me pose beaucoup de questions. C'est un succès parce que pour moi, je suis heureuse dans ce que je fais. Je pourrais pas imaginer un quotidien plus qui me plaise plus que celui que je vis. Donc ça, je pense que c'est une grande chance. Voilà. Après, c'est vrai que le moment de la vente était un moment très symbolique, parce que c'était effectivement d'une certaine façon la concrétisation de beaucoup d'années de travail, mais ça n'est pas le seul moment, le moment unique de la vie de l'histoire de Litchi. Et preuve en est que plus de 2 ans plus tard, moi je suis 100% opérationnelle dans une boîte que j'aime beaucoup. En fait, au-delà du produit, ce que tu as monté, c'est une entreprise, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui travaillent ensemble. Tu le disais tout à l'heure, c'était hyper important pour toi que tes valeurs en fait soient représentées dans l'entreprise. Je crois que j'ai lu pas mal de choses sur l'égalité salariale, par exemple, sur le bien-être en entreprise. Tu parlais tout à l'heure du yoga, par exemple. De quoi ou de qui tu t'es inspiré pour construire cette entreprise qui correspond à tes valeurs? Principalement de mes collaborateurs, en réalité. Moi, j'ai la conviction que
l'entreprise, elle peut être un reflet de la société et faire évoluer plus vite les normes et les usages. Et j'ai une nature à être très sensible au sentiment de justice. Je crois que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je suis probablement quelqu'un de très ouvert d'esprit. Enfin, je suis choquée de peu de choses et je pense que la tolérance est quelque chose qui est très important à mes yeux. Donc en réalité, je ne m'inspire que de mes collaborateurs pour m'assurer de leur bien-être et de la justice de la façon dont on fait les choses. Alors c'est jamais parfait parce qu'évidemment ce serait mentir que de dire qu'on est parfait, mais en tout cas j'essaye de faire en sorte que les choses se passent au mieux de la façon la plus juste possible, parce que pour moi c'est une évidence et que ça ne pourrait pas se faire autrement et que en fait il faut adapter l'entreprise et les besoins de chacun et ce que peut offrir l'entreprise en fonction des collaborateurs. Aujourd'hui on est 90, donc ça reste une petite boîte. On peut adapter plein de choses et en fait, moi j'ai le sentiment que si l'entreprise elle peut compter sur les collaborateurs doivent pouvoir compter sur l'entreprise. Et voilà. Et après, moi je trouve qu'on a une responsabilité en tant que société parce que on doit pouvoir aider à s'épanouir, un collaborateur à s'épanouir. On doit pouvoir apporter de la formation. On doit pouvoir être aussi le lieu de l'inclusion. Et donc voilà, tout ça fait partie des missions qui sont intrinsèques à ce qu'on est. Et ça passe par quel genre d'action, de dispositif, par exemple? Après, c'est plein de choses hyper naturelles, mais je sais pas, par exemple, c'est vrai qu'on a souvent, récemment, j'ai pas mal cité cet exemple, mais parce que je l'ai en tête là, mais on a notre gardien qui fait une formation de développeur web. C'est en fait, c'est un projet qui est, je pense, vertueux pour tout le monde parce que c'est les développeurs de Litchi qui l'accompagnent dans cette formation, évidemment avec des cours, mais qui s'investissent dans ce projet-là. Ça permet à quelqu'un de se former, d'apprendre des compétences. C'est aussi quelque chose c'est probablement pour nous très positif parce que ça va lui permettre aussi de contribuer à la partie technique de Litchi sur du long terme. Donc ça fait partie d'un des projets qu'on a. On met en place pas mal de formations continues, donc j'ai pas mal de collaborateurs qui font des formations en management, des formations en l'anglais ou le français en fonction des nationalités de chacun et puis des envies évidemment de chacun. Voilà, donc c'est plein d'actions diverses et variées. Je sais pas, en fait, on essaie juste d'être intelligent. S'il y a quelqu'un qui a eu un bébé, on va essayer d'adapter son temps de travail, son fonctionnement, parce que c'est des moments qui sont importants. Si quelqu'un a un parent qui est malade, ce qui peut arriver, on va essayer aussi de dire, ok, on va pas t'obliger à prendre des jours de congé, on peut travailler et fonctionner différemment. Donc en fait, c'est juste d'être intelligent et à l'écoute, et les choses se mettent en place assez finalement simplement et assez facilement. Il n'y a pas besoin de faire tout un branle-bas de combat autour d'un fonctionnement qui doit être intelligent. Et à l'inverse, quand la boîte a besoin des collaborateurs, tout le monde est sur le pont et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu penses que ça fonctionne parce que, comme tu disais, vous étiez 90, mais si demain Litchi atteint la taille d'un grand groupe? J'espère que ça peut encore fonctionner comme ça parce que je crois qu'il tient aux gens d'être ce qu'ils ont envie d'être. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est comme ça. On n'a pas de DRH, donc on est comme ça parce qu'on avait envie d'être comme ça, parce que les premières personnes que j'ai recrutées avaient cet état d'esprit-là, qu'elles-mêmes, elles ont recruté des gens qui avaient fait cet état d'esprit-là, etc. Donc voilà. Donc en fait, je crois que ça tient qu'à nous. Et je suis assez convaincue que oui, on peut continuer à grandir tout en ayant un fonctionnement qui soit intelligent. La frontière entre le monde professionnel et la vie personnelle, elle est plus meuble aujourd'hui, donc ça a des inconvénients, mais ça peut aussi avoir des avantages. Et je pense que la problématique, elle dépend vraiment de la volonté de chacun des collaborateurs de se sentir impliqué dans le projet. Voilà. J'imagine que t'es hyper sollicitée. Je voulais savoir qu'est-ce que les gens te demandent généralement.
Qu'est-ce que les gens me demandent généralement? Ouais. C'est-à-dire, je sais pas, t'as forcément des gens qui te disent Céline, on peut prendre un café, j'ai besoin de ton avis sur telle chose, ou comment t'as fait, qu'est-ce qui... Mais en fait, souvent, ils ont besoin que je les écoute. Mais c'est vrai, je pense que c'est aussi une façon de se rassurer, de se dire que c'est en fait, c'est de donner du courage, c'est donner parce que entreprendre, c'est, pour moi, je dis tout le temps que c'est comme devoir trouver son chemin dans une forêt en avançant les yeux bandés, donc on prend beaucoup de murs quoi dans la tronche et vous continuez à se relever. Donc on a besoin de se donner du courage et on a besoin que les autres nous donnent du courage. Et en fait, moi, c'est quelque chose que je fais aussi, d'aller voir des entrepreneurs qui sont à des étapes plus avancées que la mienne. Et en fait, j'y vais pas pour j'y vais pour qu'ils m'écoutent et que je puisse voilà, être rassurée sur certains points et puis me dire que voilà, ça va bien se passer. Et les startups, par exemple, dans lesquelles tu as investi, ça c'est toi qui fais toute la recherche. Comment ça se passe en fait ton rôle de business angel? Alors j'ai la chance d'être pas mal sollicitée et donc d'avoir un accès au deal flow assez naturel, ce qui est super pour moi. Et c'est vrai que du coup, après en plus en fonction des différents business angels qui peuvent aussi me relayer des dossiers et inversement, ça se fait assez naturellement. Et puis moi, ce à quoi je suis attentive, c'est vraiment la personne. Je crois que c'est quelque chose qui est c'est le plus important en fait, parce que un projet de merde avec une bonne personne, il a des chances de devenir un super projet. Un super projet avec une personne qui n'est pas dans le bon état d'esprit, il y a peu de chances que ça marche. Du coup, tu disais au début que tu parlais beaucoup à des jeunes, à des femmes aussi. Et donc, dans ce podcast, je rencontre des femmes entrepreneurs. Je les interroge en tant qu'entrepreneurs. Et parfois, on me demande, qu'est-ce qu'il a de spécial l'entrepreneuriat au féminin? Et je t'avoue que j'ai un petit problème avec ce terme. Je sais jamais comment le prendre parce que tu sais jamais ce qui est ce qui vient du genre ou ce qui vient de la personnalité. Sur toi, on lit aussi que tu es hyper engagée sur ces questions. Donc, toi, quel sens tu donnes à ton engagement auprès des femmes? Est-ce que tu vas vers des femmes pour les promouvoir en tant que femme ou enfin voilà, c'est quoi toi ta relation à ça? Alors moi je suis un peu comme toi, moi je suis toujours agacée quand on me demande qu'est-ce que ça fait d'être une femme entrepreneur parce que je réponds toujours que je n'ai jamais été un homme. Donc, voilà. Donc je ne suis incapable de répondre à cette question. Moi j'ai envie qu'il y ait des femmes plus de femmes qui entreprennent parce que je pense que c'est une façon de s'émanciper socialement, professionnellement, que d'autres métiers n'offrent pas. Et c'est une façon de briser un plafond de verre qui est réel et qui existe, et de conjuguer sa vie comme on l'entend, et que c'est probablement, même si ça semble surprenant, plus compatible avec une vie de famille, avec une vie personnelle, et qu'on est trop peu parce que dans les techs, c'est moins de 10% des femmes, les femmes entrepreneurs. Donc c'est ma seule mission, c'est pas une question de genre, c'est une question de justice, je pense. J'ai participé à une conf qui était organisée par les Échos il y a pas très longtemps, justement sur la question des femmes entrepreneurs, et il y avait un chiffre qui m'a vraiment effondrée, c'est qu'il faudra 200 ans pour qu'il n'y ait plus d'inégalité dans l'entreprise. Et en fait, d'une certaine façon, s'il y avait plus de femmes entrepreneurs, il y aurait moins d'inégalité en entreprise, puisque les femmes sont plus sensibles, évidemment, à la question de la mixité, mais aussi de la diversité. Donc moi je pense que le monde il est meilleur quand il est plus juste. Donc c'est pour ça que il me semble important de sensibiliser les femmes au fait que c'est possible, et pour cela il faut le leur dire, il faut le leur montrer. Il est pas nécessaire, la femme elle est plus intelligente, donc elle va avoir tendance à se dire j'ai besoin d'emmagasiner de l'expérience, de l'argent, des compétences, et en fait c'est pas uniquement ça n'est pas nécessaire, parce que entreprendre c'est aussi un état d'esprit, et donc il faut seulement de la conviction et se dire que c'est possible. Donc c'est celle-là la mission que je me suis donnée. Et moi, la question que je voulais te poser aussi, c'est que moi, je prends femme entrepreneur au sens large de porter un projet. Donc, tu vois, il y a des personnes qui ont monté des entreprises, mais aussi des associations, des projets créatifs, puisque c'est entreprendre aussi. Et en fait, je trouve que sur l'entrepreneuriat, on lit beaucoup de choses en mode entreprendre égale start-up, et on lit beaucoup de choses sur les fonds, notamment, qui sont levés, en comparant toujours les montants levés par les femmes, les montants levés par les hommes. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que
puisque toi tu vois ce qui se passe, est-ce que le vrai problème c'est que les femmes essayent de lever des fonds et n'y arrivent pas parce que en face elles ont peut-être beaucoup d'hommes investisseurs, et si elles sont dans des secteurs qui sont par exemple dédiés aux femmes, bah, peut-être qu'il y a une incompréhension du marché ou quoi, ou est-ce que il y a peut-être une autre gestion et au final on s'en fout si les femmes lèvent pas autant, si elles font derrière des entreprises qui s'autofinancent, qui sont rentables, tu vois, sur cette question-là. Toi, qu'est-ce que tu vois comme t'es business angel, tu vois tout ce monde des levées de fonds? Alors il y a plusieurs choses à mon avis dans ta question. Le premier point, c'est qu'il y a un ADN particulier pour un projet, pour lever de l'argent. Pour plusieurs raisons, c'est que il faut toujours, en fait, je crois, si on veut bien se poser la question, se mettre dans les chaussures de la personne qui est en face. Un fonds d'investissement ou un business angel, quand il investit dans un projet, c'est évidemment pour avoir un retour financier. Je crois que ça, c'est clair pour tout le monde. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que comme c'est des investissements à risque, il est obligé de se dire, pour que l'investissement que je vais faire dans ce projet potentiellement couvre mon risque sur les autres investissements que je vais faire, il faut que le potentiel soit de sortir, mettons, 5 ou 10 fois ma mise. Donc, c'est forcément des projets qui ont un ADN à très forte croissance, beaucoup de scalabilité, et donc souvent des projets très tech. Donc, ça explique en fait que l'ADN des projets où il y a de l'investissement, en règle générale, est plutôt des projets avec ces différents attributs que je viens de citer. Donc ça, c'est le premier point, ce qui fait qu'en fait, c'est une typologie de projet qui peut lever de l'argent. Ça veut pas dire que parce qu'on monte un projet différent, on n'a pas un bon projet, mais ça veut dire qu'il n'est pas forcément fait pour lever de l'argent. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que c'est vrai que les femmes, en moyenne, lèvent moins d'argent à projet donné égal. Et ça, c'est principalement effectivement dû au fait que je pense que les hommes sont un peu plus bullish et vont avoir un petit peu plus d'audace à dire, à demander des montants importants, à taper à la porte, à être plus insistant, etc. Et moi, je me rends compte dans mon expérience, c'est qu'à chaque fois que j'ai levé de l'argent, c'était un peu en me mettant les mains sur les yeux, en me disant aïe, 500K, non, je suis pas prête, ça fait trop d'argent, allez, je vais lever 450, c'est bon, je suis confiante avec ça. Puis la deuxième fois, c'était 1,2 million, alors je me suis dit voilà, et c'est un peu toujours comme ça que j'ai fonctionné. Alors évidemment, après je fais rentrer ça dans un fichier Excel, mais j'aurais pu me dire en fait pour le site, j'ai besoin d'1 million, pour la série A, j'ai besoin de 4 millions et pour la série B, j'ai besoin de 10 millions. Moi, j'ai pas fonctionné comme ça parce que c'était aussi ce à quoi j'étais capable de porter et qui était aussi corrélé, je pense, à ce moment-là, à ma capacité à me projeter, à mon ambition, à mon niveau de risque, etc. À mon avis, c'est pas très grave parce que les femmes investissent différemment dans des projets et elles font pas des moins bons projets. Donc c'est certain qu'on a des façons de fonctionner qui sont différentes. Il y a un peu d'éducation à faire chez certaines femmes, et moi je le vois quand je rencontre parfois des projets portés par des femmes. Elles vont dire on n'est pas encore sûr qu'on veut lever des fonds, on a besoin de valider ça. Donc ça, je pense qu'il y a de l'éducation à faire pour leur dire c'est normal qu'il y ait un risque, et le business angel et le fonds d'investissement en face dont c'est le métier, il est conscient de ce risque-là. Donc soyez confiante à l'idée que si vous levez d'argent, il y aura toujours du risque. Donc il y a un peu d'éducation à faire. Et puis il y a aussi le fait d'accepter que on fonctionne de façon différente, qu'on investit de façon différente, et qu'on ne fera pas les femmes ne seront pas des copies des hommes. Enfin, les femmes ne seront pas des copies des hommes, mais parce qu'elles n'ont pas besoin d'être leur égale, parce que on fonctionne différemment et que peut-être même on est supérieur. Bon, ça c'est pour mettre un petit coup de. Non, mais voilà, je pense que il faut accepter que les choses soient faites de façon différente. Donc là, dans ce que tu me dis, tu trouves quand même des caractéristiques aux femmes qui entreprennent par rapport aux hommes qui entreprennent, dans ce que toi tu vois? Probablement, effectivement, parce que alors c'est pas tellement moi qui le dis, plus que la source de plusieurs études que j'ai pu lire mais qui est effectivement qu'on gère les choses différemment, parce qu'on gère à la mesure de notre budget, parce qu'on gère en bon père de famille quand on est des femmes, ce qui est moins le cas des hommes. Les hommes ont tendance à être effectivement plus agressifs parce que pour un grand nombre de raisons. Mais prenons un exemple qui est intéressant. Notre concurrent américain qui était monté par un homme, ils ont levé 40 millions de dollars. La boîte n'existe plus aujourd'hui. Nous, avec Litchi et Mangopé, on a levé 7 millions d'euros avant le rachat par Crédit Mutuel Arkea, et cette année, on va processer 1 milliard. Donc, finalement, la question de l'argent qui est dans la poche ne fait pas non plus uniquement la question du succès. Alors après, c'est vrai que de temps en temps,
on va dire que le biais de l'homme est de prendre parfois des risques sans trop les mesurer, et le biais de la femme est parfois de ne pas assez prendre de risques parce qu'elle les mesure trop, probablement. Donc il y a aussi effectivement un peu d'éducation à faire, et peut-être et c'est certain qu'on fonctionne différemment, mais on fonctionne pas moins bien. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Qu'est-ce qui t'a inspiré récemment? Ça peut être une lecture, un film, une rencontre peut-être. Qu'est-ce qui m'a inspiré récemment? Je suis en train de lire un bouquin de Ruffin sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui je trouve est assez intéressant parce que il raconte qu'il s'est lancé dans cette aventure justement pour après voilà beaucoup d'engagement, avoir un peu les pieds sur terre et voilà faire ce chemin pour se retrouver et pour vivre une expérience. Donc ça m'inspire pas mal parce que je pense que ça fait partie des projets que je ferai un jour dans ma vie, de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, pas pour des questions religieuses mais plutôt pour des questions de l'expérience. Donc ça m'inspire, ouais. J'allais justement te demander comme dernière question quels étaient tes projets avec et sans Litchi et Mangopé. C'est vache de me demander ça. Avec Litchi, beaucoup de projets. On a beaucoup de développement prévus et beaucoup de projets prévus pour les années à venir, principalement à l'international, beaucoup d'investissements dans la technologie. Je crois que en fait on peut jamais s'arrêter sinon on est mort. Ça c'est un peu ma conviction. Donc il faut innover en permanence, et nous notre façon d'innover c'est vraiment d'être attentif et à l'écoute de nos clients. Des projets sans Litchi, il y en a d'autres évidemment, il y en a en tout cas, beaucoup de projets de voyage puisque j'aime beaucoup voyager. Je vais encore retourner en Inde l'année prochaine, donc chaque année je fais un voyage en Inde. Des projets, probablement d'autres projets d'investissement. Ça c'est quelque chose que je continue de façon régulière. Puis des projets aussi de prendre le temps et d'apprécier une situation qui est aujourd'hui dont je commence à être consciente qu'elle est assez exceptionnelle, et donc de prendre le plaisir qui va avec. Merci beaucoup Céline. Merci pour ton invitation. Merci beaucoup à Céline pour son temps et sa confiance, et merci à Sybille d'avoir organisé notre rencontre. Si vous souhaitez organiser une cagnotte sur Litchi, c'est sur litchi.com, Leetchi. Et si vous êtes une marketplace, une plateforme de crowdfunding ou de l'économie collaborative et que vous cherchez une solution de paiement, ça se passe sur mangopay.com, Mangopay. Dernière chose, Litchi recrute. Pour voir toutes les offres, rendez-vous sur welcometothejungle.co dont je vous parlais en intro et vous cherchez Litchi tout simplement. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, je vous laisse mettre 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Et comme d'habitude, toutes les infos de l'épisode seront disponibles sur Instagram, Twitter, Facebook et sur le site internet generationxx.fr. Merci 1000 fois pour votre écoute et à très vite. Salut!